Le dossier épais reposait là, sur la table basse en marbre gris de Carrare. Étrangement, ce n'était pas son poids qui me sidérait, mais la légèreté avec laquelle j'avais pu le faire apparaître, le déposer là, au centre de notre salon impeccable, ce sanctuaire qu'il pensait avoir construit de ses propres mains. Je portais une robe noire, simple et coupée avec une précision chirurgicale, mes cheveux tirés en un chignon strict. Plus aucune trace de la Marie aux pulls en cachemire douillet, celle qu'il avait reléguée au rang de fond d'écran apaisant. Il est rentré, comme d'habitude, l'heure un peu après 19 heures. Le tic-tac de la pendule dans le couloir semblait anormalement fort. « Hey Marie, je suis rentré !» a-t-il lancé, son ton familier détendu. L'écho de ses clés dans la coupe en céramique, toujours la même, celle que ma grand-mère m'avait offerte. « Qu'est-ce qu'on mange? Je meurs de faim. » Son indifférence m'a frappé plus fort que n'importe quelle gifle. L'idée même qu'il puisse traverser notre seuil, charger l'air de son parfum bon marché et du Chanel Indegi 5 de Sophie, et s'attendre à ce que la vie continue comme d'habitude, c'était ça, la véritable trahison. Pas le mensonge, pas le corps qu'il offrait à une autre, mais l'incapacité totale de m'évoir. Je ne lui ai pas répondu. Je me tenais près de la cheminée, le regard fixe sur le fichier. Je me souviens de l'incompréhension qui a strié son visage, puis de l'agacement, si rapide, si Julien. « Marie, tout va bien. Tu es bizarre. » J'ai esquissé un sourire que je ne lui avais jamais montré auparavant. « Assieds-toi. » Ma voix était un filet de glace. C'était celle que j'utilisais lors des conférences téléphoniques avec les actionnaires, celle qui ne laissait aucune place à la discussion. Il a hésité, cette lueur d'alarme dans ses yeux, si rare, si satisfaisante à observer. Il a ri, un rire nerveux, creux. « Oh là là, ça a l'air sérieux. J'ai oublié un anniversaire ou quoi? » Il a fait un pas vers moi, comme pour m'embrasser. Je me suis détourné juste assez pour que ses lèvres rencontrent l'air. C'était un refus infime, imperceptible pour d'autres, mais lui, il l'a senti. La gifle invisible. Il s'est assis sur le bord du canapé, le regard rivé sur le dossier. « C'est quoi ça? » J'ai pris le temps de m'approcher, de me placer juste en face de lui, pour qu'il soit forcé de lever les yeux vers moi. « Ça, Julien, c'est le résumé détaillé de ta vie des 3 derniers mois. Une lecture fascinante, je dois dire, pleine de drames, d'intrigues, de manœuvres financières audacieuses, toutes les choses que tu pensais que je ne comprendrais jamais. » Son teint a viré au blanc, le sang s'est glacé dans mes veines. C'était le moment. Il savait. Mais comment et combien? J'ai vu son esprit s'emballer, chercher une échappatoire, un mensonge, une pirouette. Son premier réflexe a été la négation, l'attaque. « Mais de quoi tu parles? Tu as pris de nouveaux médicaments. Tu es étrange. » Mon expression n'a pas vacillé. « N'insulte pas mon intelligence, Julien. C'est la seule chose qu'il me reste que tu n'aies pas essayé de piétiner. » J'ai ouvert le dossier, mes mouvements délibérés, comme une chirurgienne. La première photo, je l'ai fait glisser sur la table. Louis et Sophie, riant, se nourrissant mutuellement d'un dessert dans un restaurant luxueux. Clair, net, irréfutable, l'air s'est échappé de ses poumons. Une autre photo, lui et Sophie s'embrassant, silhouette contre la fenêtre de son appartement du Marais. Encore une. Les deux s'enregistrant dans un hôtel de Deauville, le week-end où il était censé être en déplacement professionnel à Lyon. Je peux expliquer, a-t-il bégayé un charabia de mots, son cerveau une cocotte minute en surchauffe. C'est une erreur, une stupide, insignifiante erreur. J'étais sous tellement de pression au travail. Et elle ne représente rien pour moi. Tu es ma femme, je t'aime. L'amour, ce mot qu'il prononçait si facilement, si creux. L'amour? Ma voix était à peine audible, mais elle a tranché dans ses excuses pathétiques comme un rasoir. Tu parles d'amour, mais tu ne connais même pas la signification du respect. Pendant des mois, tu m'as traité comme une imbécile.
Tu m'as menti chaque jour. Tu as dépensé de l'argent que nous n'avions pas, de l'argent que tu as emprunté pour impressionner une femme qui, selon ce procès-verbal, j'ai tapoté un document avec mon index. Ne te vois que comme un marchepied. Il a tressailli, comme frappé. Tu as des procès-verbaux, mais qu'est-ce que c'est? Tu as engagé quelqu'un, tu m'espionnes. L'indignation dans sa voix, la dernière défense d'un homme qui n'avait plus de terrain où se tenir. J'ai pris des mesures pour protéger mes actifs. Et je dis froidement, toi, Julien, tu étais mon principal actif, et j'avais besoin de savoir si mon investissement avait échoué. C'était mon point de non-retour, la phase finale de ma démarche. Mais pour comprendre pourquoi j'étais là, pourquoi cette scène se déroulait ainsi, il faut remonter un peu. C'est un peu flou les débuts. Comme si la réalité d'alors était trop banale pour être mémorable, noyée dans la routine de ce que nous pensions être une vie parfaite. Quand Julien parle de nous, je pense à ce qu'il a toujours cru être sa propre création. Il se voyait comme un architecte de destin, une sorte de demi-dieu du marketing parisien, son reflet toujours brillant dans les vitres des gratte-ciels de la Défense. À 34 ans, il était directeur marketing senior dans une boîte de prestige. Costume impeccable, mâchoire carrée, démarche assurée. Le monde, à ses yeux, lui devait une attention inconditionnelle. Et puis il y avait moi, Marie, son ancre, comme il le disait à ses amis, avec une pointe de satisfaction. On s'était rencontrés à la fac, une histoire passionnelle entre l'étudiante en commerce charismatique et la brillante étudiante en littérature, un peu effacée. C'était il y a 5 ans, notre mariage. 5 ans, et je restais, pour lui, une énigme qu'il pensait d'avoir résolue puis rangée. J'étais belle, disait-il, d'une beauté discrète, avec mes cheveux bruns souvent attachés et des yeux qui semblaient absorber le monde sans un mot. Je gérais notre maison à Saint-Cloud avec une efficacité qu'il trouvait admirable, mais secrètement un peu ennuyeuse. Mes journées suivaient un rythme doux. Jardinage, lecture de romans complexes, gestion des finances, il pensait que c'était une compétence basique, et préparation de repas sains, toujours à l'heure. J'étais silencieuse. C'était le mot que tout le monde utilisait. Silencieuse, douce, fiable. Pour Julien, ce silence était lentement transformé en un reproche muet. Quand il rentrait, pétillant d'une présentation réussie ou d'un verre avec des clients, ma présence calme était comme un verre d'eau quand il rêvait de champagne. « Tu n'aurais pas cru l'énergie dans la pièce aujourd'hui, Marie, » disait-il, desserrant sa cravate. « Je suis sûr que tu as été brillant, » répondais-je, ma voix douce, mes yeux ne quittant pas la page de mon livre. C'était un compliment sincère, mais pour lui, cela sonnait comme une réplique tirée d'un scénario intitulé « L'épouse idéale ». Il voulait des fanfares, de l'excitation, une partenaire qui reflétait sa propre ambition démesurée. Les fissures dans notre mariage n'étaient pas des éclats bruyants. C'étaient de minuscules failles invisibles qui se propageaient sous la surface. Il a commencé à rentrer plus tard, camouflant les dîners clients en soirées déguisées avec Philippe, son collègue junior, qui lui était toujours excessivement élogieux. Il a acheté une nouvelle voiture de sport, une machine racée et agressive qui semblait déplacée dans notre allée bordée d'arbres. « Ce n'est pas un peu excessif, Julien ?» avais-je demandé, ma main caressant le capot poli, mon toucher doux, presque diagnostique. « Il faut se donner les moyens, Marie. »« C'est une question de projection de succès, » avait-il rétorqué, arrachant les clés de ma main comme si j'allais les jeter à la poubelle. Il ne m'avait pas dit qu'il l'avait financé par un prêt secondaire, séparé de nos comptes principaux que je gérais si méticuleusement. C'était son premier secret financier majeur. Moment, ici, je dois m'arrêter un instant. C'était tellement absurde, rétrospectivement. L'idée qu'un homme comme Julien, avec toute son intelligence dans son domaine, puisse être si aveugle. Aveugle à la vie qu'il avait, aveugle à la personne avec qui il la partageait, aveugle surtout à ce qui comptait vraiment. Je veux dire, c'était un conte de fées à l'envers, non?
Il pensait courir après une princesse alors qu'il abandonnait la reine sur son trône, ou du moins, la personne qui aurait pu être sa reine, si seulement il avait pris le temps de regarder. Tout le monde autour de lui était aveuglé par le clinquant, par la promesse de ce que lui représentait. Et moi, loin dans mon coin, je ne pouvais que regarder et planifier. Le cynisme était en moi un peu, je l'avoue. Je me demandais s'il y avait une seule personne capable de voir au-delà de la surface, de voir ce que je voyais en lui et ce que j'étais vraiment. J'ai eu ma réponse, ou du moins une partie de la réponse. De toute façon, retour à l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement de sa déloyauté, mais d'une sorte de test existentiel, un examen de caractère que j'avais, sans même le vouloir, mis en place pour lui et pour moi. Le test, comme je l'appelais mentalement, n'était pas une décision spontanée. C'était l'aboutissement d'un millier de minuscules observations. La façon dont les yeux de Julien balayaient son téléphone quand il pensait que je ne le regardais pas. Le parfum d'une autre femme, tenace sur son costume. Le fossé émotionnel grandissant entre nous. Pour notre 5e anniversaire, j'avais organisé un voyage dans une villa paisible en Toscane. Il avait annulé à la dernière minute. Une campagne gigantesque vient de me tomber dessus, Marie. C'est une opportunité en or. Le genre de choses qui t'assure un bureau d'angle. Tu comprends, n'est-ce pas? J'avais compris parfaitement. J'avais annulé la villa, ma voix égale et calme au téléphone avec l'agent de voyage. Mais en raccrochant, une froide détermination s'était installée dans mon cœur. J'aimais Julien, ou du moins j'aimais l'homme qu'il avait été. Mais je ne pouvais plus ignorer l'homme qu'il devenait. J'avais décidé qu'il était temps de savoir avec certitude. C'était l'heure d'un stress test, non pas sur un portefeuille financier, mais sur les fondations mêmes de ma vie. Mary Vance n'était pas seulement une étudiante en littérature silencieuse. C'était une infime partie de mon identité. Le monde connaissait ma grand-mère maternelle, Eleanor Vance, comme une héritière recluse et excentrique, décédée des années auparavant, laissant derrière elle une fortune si vaste qu'on en parlait à voix basse. Ce que le monde ignorait, c'est qu'Eleanor avait contourné ses propres enfants, laissant l'intégralité du patrimoine Vance, un empire de plusieurs milliards de dollars en actions technologiques, holding immobilière et placements privés, à sa petite fille tranquille et observatrice. J'avais passé mes 20 ans non seulement à dévorer des livres, mais à apprendre des esprits financiers les plus brillants que la succession de ma grand-mère pouvait employer. Sous la houlette de Pierre Finch, l'avocat historique de la famille et mon confident, je n'avais pas seulement maintenu mon héritage, je l'avais plus que doublé grâce à une série d'investissements audacieux et brillamment chronométrés. J'avais un esprit d'une acuité incroyable et un instinct pour les tendances du marché qui tenait du prodige. Je vivais une vie simple parce que je valorisais l'anonymat par-dessus tout, une leçon apprise de l'existence traquée de ma grand-mère. Julien ne savait rien de tout ça. Il pensait que ma famille avait de l'argent ancien, ce qui pour lui signifiait un confortable fonds fiduciaire qui avait servi à payer notre apport et justifiait mon absence de véritable emploi. Il n'avait aucune idée de l'échelle. L'instrument de mon test est arrivé une semaine après notre anniversaire annulé. Il a pris la forme d'un casting pour une nouvelle campagne de montres de luxe que la firme de Julien dirigeait. La marque voulait un visage à la fois inspirant et séduisant. Grâce à une holding qui possédait une participation dans la société mère de la firme de Julien, j'ai fait une suggestion. Plus qu'une suggestion, vraiment. J'ai demandé à Pierre de tirer subtilement les ficelles. Sophie Dubois a été choisie. Elle était tout ce que je n'étais pas. Grande, avec des jambes qui semblaient commencer à sa clavicule, une chevelure blond platine et une moue qui avait orné les couvertures de plusieurs magazines européens. Elle dégageait une ambition brute, presque animale. C'était une arme et je l'ai dirigée directement vers le point le plus faible de l'armure de mon mari, son ego. Julien a été instantanément captivé. Il a été assigné à superviser personnellement la campagne, une tâche qu'il a entreprise avec une ferveur religieuse. Cette mannequin Sophie, elle est incroyable, m'a-t-il dit un soir, faisant défiler des photos sur son téléphone
ostensiblement pour le travail. Elle comprend parfaitement la marque. Elle est électrique. J'avais jeté un œil par-dessus son épaule, mon expression placide. Elle est très frappante, c'est vrai. La première phase de l'aventure fut un cliché textbook. Ça a commencé par des sessions stratégiques tardives dans des bars d'hôtels chics, leurs genoux se frôlant sous la table. Puis sont venus les SMS flirtants, remplis de blagues internes qui m'excluaient. Julien ressentait un frisson qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'admiration de Sophie était une drogue. Elle buvait ses paroles sur les données démographiques marketing et la synergie de marque, le faisant se sentir comme l'homme le plus puissant de la pièce. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir, je repensais à ma grand-mère, Éléonore. Elle disait toujours « Méfie-toi des belles paroles, ma chérie. La vraie valeur est silencieuse. » Elle parlait des marchands de tissus au marché de Provence, mais là, maintenant, je le comprenais autrement. Le luxe, les promesses de Julien, tout cela sonnait si beau, trop parfait même. Et le parfait, ça n'existe pas. Ça, je l'avais appris d'elle, de son existence cachée, de sa sagesse tranquille. Elle m'avait montré comment vivre sans bruit, comment accumuler sans étaler. C'était la véritable leçon, celle qui me servait d'aujourd'hui. Loin des salons brillants et des rires forcés, il y avait cette profondeur, cette solidité qu'aucun compte en banque ne pouvait acheter. « Tu es gâché dans ton rôle actuel, Julien », ronronnait-elle, ses doigts traçant le bord de son verre de martini. « Un homme avec ta vision devrait diriger sa propre agence. » Il rentrait chez moi, me trouvait lisant dans le salon, une tasse de thé à la camomille fumant à mes côtés. L'odeur apaisante du thé contrastait fortement avec le parfum coûteux de Sophie. Le silence de la maison me semblait assourdissant après le bourdonnement de la ville. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demandai-je. « Occupé, tu sais, » répondait-il, ses réponses devenant plus courtes, plus évasives. La première fois qu'il a couché avec Sophie, ce fut un mélange de culpabilité et d'exaltation. Il a pris une douche à l'hôtel, frottant son parfum de sa peau, et s'est glissé dans notre lit conjugal à 2 heures du matin. Je n'ai pas bougé. Il est resté là dans l'obscurité, son cœur battant, fixant la femme à ses côtés. Je devais avoir l'air si paisible, si insouciante. Pendant un instant, une vague de honte viscérale l'a submergé. Il trahissait cette femme bonne et gentille, mais son ego lui a vite susurré. Il le méritait. Il méritait de se sentir vivant. Moi, dans mon monde tranquille, je ne pouvais jamais comprendre les pressions qu'il subissait, les tentations auxquelles il était confronté. Il s'est tourné, me tournant le dos, et est tombé dans un sommeil agité, rêvant de flashs d'appareils photo et d'une femme blonde qui lui disait qu'il était un roi. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans un bureau discret surplombant le jardin des Tuileries, j'étais en vidéoconférence avec Pierre Finch. Mon visage, éclairé par la lueur de l'écran, n'était pas celui d'une femme au foyer placide. Il était acéré, concentré et froid. Le contact initial a été établi, Pierre. Il a mordu à l'hameçon. Pierre, un homme d'une 60aine d'années aux yeux bienveillants qui en avait trop vu, a soupiré doucement. « Marie, êtes-vous certaine de vouloir continuer? Il existe des moyens moins compliqués de gérer cela. » Il avait le choix, Pierre. Il a un choix chaque jour, ai-je dit, ma voix dénuée de sa douceur habituelle. J'ai besoin de connaître la vérité de son caractère, pas seulement le fait de son infidélité. Je dois voir jusqu'où il ira. Activez, Monsieur Dubois. Je veux tout documenter. Chaque dîner, chaque hôtel, chaque mensonge. Je veux une image complète. Très bien, a dit Pierre. Considérez que c'est fait. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé les lumières de la ville. J'ai ressenti une profonde tristesse, un deuil pour le mariage que je pensais d'avoir. Mais sous le chagrin, autre chose se durcissait, une résolution. Je n'étais plus seulement Mary Sterling, la femme tranquille. J'étais Mary Vance et j'étais sur le point de reprendre le contrôle du récit. Le test avait commencé.
l'affaire entre Julien et Sophie a évolué d'une étincelle à un brasier. Paris est devenu leur terrain de jeu. Julien, poussé par un besoin désespéré d'impressionner, vivait bien au-delà de ses moyens. Il emmenait Sophie dans des restaurants où l'eau coûtait plus cher que le vin, que Julien et moi partagions autrefois, des endroits comme Arpège ou Septime, obtenant des réservations parce qu'ils prétendaient être des contacts de haut niveau, mais qui étaient en réalité des appels frénétiques à son concierge Amex. Il lui achetait des cadeaux, un bracelet Chaumet, des escarpins Louboutin, des articles qui faisaient gémir sa carte de crédit secrète sous la contrainte. « Tu me gâtes, Julien », disait Sophie, sa voix un murmure rauque alors qu'elle attachait le bracelet autour de son poignet à l'arrière d'un taxi. L'éclat des diamants semblait illuminer la faim dans ses yeux. « Rien n'est trop beau pour ma star », répondait-il, la poitrine bombée. Il n'était plus seulement un directeur marketing. Dans ces moments-là, il était un mécène, un magnat, un homme de substance. Il a construit un échafaudage élaboré de mensonges pour soutenir sa double vie. Un sommet marketing à Lyon était un week-end avec Sophie dans un hôtel-boutique à Deauville. Une crise tardive avec le bureau de Londres était une rencontre frénétique et passionnée dans l'appartement épuré de Sophie dans le Marais. Il est devenu un maître de la ruse, gardant un sac de sport séparé dans sa voiture, avec des vêtements frais, utilisant des applications éphémères pour communiquer avec elle et payant tout en espèces ou avec sa carte de crédit cachée. Son comportement à la maison devenait de plus en plus erratique. Soit il était trop empressé, m'achetant des fleurs sans raison, par un sentiment transparent de culpabilité, soit il était irritable et distant, me répondant sèchement pour des choses mineures. « Pourquoi arranges-tu toujours mes livres par couleur? C'est absurde. Ça devrait être par ordre alphabétique, » avait-il aboyé un jour. J'ai même désignant une étagère magnifiquement arrangée. J'avais levé les yeux de mon ordinateur portable, mon expression indéchiffrable. Je trouvais ça joli. Je peux le changer si tu veux. Non, oublie ça. Ce n'est pas grave, avait-il marmonné, se retirant dans son bureau. Il ne supportait pas mon calme. Cela ressemblait à un jugement. Il voulait une réaction, une dispute, quelque chose pour justifier ses actions. Mais je ne lui avais rien donné. J'étais resté l'épouse sereine et prévisible, un point fixe dans son nouvel univers chaotique. Il a confondu mon silence avec de l'ignorance, ma patience avec de la faiblesse. En réalité, j'étais tout sauf ignorante. Pendant que Julien tissait sa toile de mensonges, je construisais méticuleusement ma toile de vérité. L'homme que Pierre avait activé, M. Dubois, était le meilleur détective privé que l'argent pouvait acheter. Ancien agent de la DGSE, un fantôme spécialisé dans la surveillance discrète pour l'élite mondiale. Ces rapports arrivaient quotidiennement dans un fichier doublement crypté sur mon serveur sécurisé. Ils étaient d'une brutalité détaillée. Des photographies haute résolution de Julien et Sophie s'embrassant devant un restaurant, leur visage éclairé par la douce lueur des lumières de la rue. Des enregistrements audio de leurs conversations dans des lieux publics. Les vantardises de Julien et les murmures encourageants de Sophie, capturés avec une clarté glaçante. Des copies de folios d'hôtel, des relevés de cartes de crédit du compte secret de Julien, même des manifestes de vol. Je passais en revue les preuves dans mon bureau privé, une pièce que Julien croyait dédiée à ma passion pour la recherche généalogique. Les murs n'étaient pas tapissés d'arbres généalogiques, mais d'écrans de pointe et de systèmes de communication sécurisés. Alors que je regardais une vidéo de Julien murmurant à l'oreille de Sophie sur un balcon d'hôtel surplombant la place Vendôme, j'ai ressenti un étrange détachement. L'homme à l'écran était un étranger. La douleur viscérale de la trahison avait commencé à s'estomper, remplacée par la concentration impassible d'un chirurgien. J'observais un sujet, collectant des données pour une conclusion qui devenait de plus en plus inévitable à chaque jour qui passait. Un soir, Julien est rentré, sentant le vin et le Chanel Indigo 5 de Sophie. Il m'a trouvé dans la cuisine, préparant un plat de saumon. Le parfum de la nette et du citron emplissait l'air.
Journée difficile, a-t-il soupiré, s'affalant sur une chaise. Cette campagne me tue. Tu devrais prendre du temps libre après, ai-je dit, sans le regarder. On pourrait enfin faire ce voyage en Toscane. Julien a figé. La mention décontractée de ce voyage qu'il avait si négligemment annulé lui a donné un coup de poing dans l'estomac. Oui, peut-être, on verra. Il m'a regardé bouger dans la cuisine, mes mouvements fluides et efficaces. Une pensée soudaine et paranoïaque a transpercé son brouillard alcoolisé. Pourrait-elle savoir? Est-ce un piège? Il a étudié mon visage à la recherche de tout signe de suspicion, de toute pointe de colère. Il n'a rien trouvé. Il n'y avait que le masque calme et doux que je portais toujours. Il s'est détendu. Il était idiot. Marie était simple. Son monde, c'était cette maison, ce jardin, ses livres. Elle ne pouvait pas imaginer les complexités de sa vie. Mais lui, il le savait bien. Ce monde complexe. Ou du moins, il croyait de le savoir. Quand il m'a dit « Que serais-tu du risque? Le plus grand risque que tu prends toute la journée, c'est de choisir entre les tulipes et les narcisses. Moi, je suis là-bas, dans le monde réel, Marie, à faire bouger les choses. » C'était un instant clef. C'était l'insulte suprême, l'ultime condescendance. Il pensait que j'étais une femme sans envergure, perdue dans ses mondes imaginaires et ses petites fleurs. Du fond de son arrogance, il ne se rendait absolument pas compte qu'il parlait à la créatrice de ses propres frustrations, à celle qui tirait toutes les ficelles. Il pensait me dénigrer, m'humilier, mais il ne faisait que prouver l'ampleur de son aveuglement. C'est à ce moment précis que le regret s'est mué en une décision froide et implacable. Le plus grand rebondissement de la surveillance est venu d'une source inattendue. Le rapport de M. Dubois comprenait une vérification des antécédents de Sophie Dubois. En surface, elle était, comme annoncé, une mannequin française modérément réussie qui essayait de percer aux États-Unis. Mais en creusant plus profondément, Dubois avait trouvé quelque chose d'intéressant. Avant de venir à New York, Sophie avait été impliquée avec un financier européen qui avait été un rival acharné et finalement infructueux de l'une de mes acquisitions technologiques les plus rentables. Ce financier avait été ruiné. C'était un lien ténu, mais un lien néanmoins. J'ai fixé le rapport sur mon écran. Était-ce possible? Sophie n'était-elle pas seulement une opportuniste, mais une proxy vengeresse? Ou était-ce une simple coïncidence? J'ai rangé l'information. C'était une autre variable dans une équation déjà complexe. La tension financière sur Julien commençait à se manifester. Pour maintenir l'illusion de richesse auprès de Sophie, il avait fait quelque chose d'incroyablement stupide. Il avait tenté de tirer parti de sa position dans l'entreprise pour obtenir un prêt personnel auprès de l'un de leurs partenaires bancaires, citant une opportunité d'investissement privé. La banque, qui était une filiale d'une institution financière plus importante dans laquelle ma holding Vance détenait une participation majoritaire, a signalé la demande. Le signalement est allé directement sur le bureau de Pierre Finch. Il m'a appelé immédiatement. Il devient désespéré, Mary. Il essaie de contracter un prêt non garanti d'250 000 contre sa position dans l'entreprise. J'ai senti un nœud froid se serrer dans mon estomac. C'était un nouveau niveau de tromperie qui passait du personnel au professionnel. Il utilisait la réputation d'une entreprise que je possédais en partie pour financer une liaison destinée à m'humilier. Refusez-le, Pierre, ai-je dit, ma voix glaciale. Invoquez un risque inacceptable. Que le rejet vienne des canaux officiels de la banque. Je ne veux pas qu'il ait la moindre idée que nous sommes liés. Considérez que c'est fait, a répondu Pierre. Le filet se referme, ma chère. 2 jours plus tard, Julien était de très mauvaise humeur. Il a fait éruption dans la maison, jetant son attaché-caisse sur le sol. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé, levant les yeux des rosiers que j'entretenais dans le jardin. Ces foutues banques, des idiots inutiles et averses au risque, a-t-il craché.
J'avais un investissement brillant en ligne, une vraie chance de construire quelque chose par moi-même, et ils ont tout coupé. Ils ne savaient pas reconnaître une vraie vision. Ils cherchaient de la sympathie, de la validation. Ils voulaient que je peste avec lui contre l'injustice du monde. J'ai simplement posé mon regard sur lui, mes gants de jardinage couverts de terre. Je pensais au réseau complexe de systèmes financiers que je dirigeais, aux équipes d'analystes qui modélisaient les risques pour moi, au flux mondial de capitaux que je pouvais rediriger d'un simple email. Et voilà mon mari, furieux parce qu'une banque que je contrôlais ne voulait pas lui accorder un prêt pour impressionner sa maîtresse. L'absurdité de la situation était presque comique. Eh bien, ai-je dit, ma voix égale. C'est peut-être pour le mieux. Les grands risques ne peinent pas toujours. Ma réponse placide l'a exaspéré. Mais qu'est-ce que tu peux bien connaître au risque? Le plus grand risque que tu prends toute la journée, c'est de savoir si tu vas planter des tulipes ou des narcisses. Je suis là-bas, dans le monde réel, Marie, à faire bouger les choses. C'était la condescendance ultime, l'insulte finale involontaire. Il n'avait aucune idée qu'il parlait à l'architecte même de sa frustration présente. Cette nuit-là, M. Dubois a envoyé son rapport final. C'était un seul fichier contenant une vidéo. L'horodatage datait de l'après-midi même. Elle montrait Julien et Sophie dans une dispute houleuse dans sa voiture après qu'il lui ait visiblement parlé du prêt refusé. « Comment ça, tu ne peux pas avoir l'argent? » La voix de Sophie était cinglante, dépouillée de son ronronnement habituel. « Tu m'as dit que tu étais un acteur majeur, Julien. C'est un contretemps temporaire. L'affaire est solide, insistait-il, sa voix suppliante. Je ne parie pas mon avenir sur un contretemps temporaire, a-t-elle ricané. Tu m'as dit que tu pouvais financer une nouvelle vie pour nous, loin de ta petite femme ennuyeuse. C'était juste du blabla. Parce que j'ai d'autres offres, tu sais, de vraies offres. J'ai regardé la vidéo 2 fois. J'ai vu le désespoir dans les yeux de mon mari et le calcul froid et transactionnel dans ceux de Sophie. Le test était terminé. Les résultats étaient là. Les données étaient incomplètes et accablantes. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers la grande baie vitrée de mon bureau, regardant la rue silencieuse et endormie. Ma rue silencieuse et endormie. Ma vie tranquille et endormie. Tout était sur le point de s'achever. Le silence était sur le point de se briser. Il a finalement craqué. La façade arrogante s'est effondrée, remplacée par une panique désespérée et suppliante. Il s'est levé du canapé et s'est agenouillé devant moi, saisissant mes mains. Elles étaient froides et sans réponse dans les siennes. « Marie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais tout arrêter. Je ne lui parlerai plus jamais. J'irai en thérapie. Je ferai n'importe quoi. On peut arranger ça. Pense à tout ce que nous avons construit ensemble, cette maison, notre vie. » Il a regardé autour de la belle pièce, le symbole de son succès. Et c'est là qu'il a commis son erreur finale, fatale. Son désespoir s'est transformé en un ricanement de ressentiment. « Mais qu'est-ce que tu vas faire sans moi, hein? C'est moi qui paye pour tout ça, ce train de vie, a-t-il craché, sa voix montant. Tu crois que c'est facile? Tu vis dans ta petite bulle avec tes livres et ton jardin, pendant que je me bats dans le monde réel pour subvenir à tes besoins. J'ai fait une erreur, oui. Mais toi, que peux-tu offrir? Tu n'es que toi. Sophie est là de l'ambition. Elle va de l'avant. Elle me comprend. Il l'avait enfin dit. La croyance hideuse et purulente qui avait alimenté sa trahison, qu'il était le moteur de notre vie et que j'étais une simple passagère. J'ai lentement retiré mes mains de sa prise. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Le test était terminé, mais les résultats devaient être publiés. « Tu as raison, Julien, » ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. « Il est temps que tu comprennes ce que je peux offrir. » Je me suis dirigé vers mon sac, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. J'ai mis le haut-parleur,
la sonnerie résonnant dans la pièce silencieuse. Pierre Finch à l'appareil. La voix était vieille, claire et autoritaire. « Pierre, c'est Marie, ai-je dit. Je suis ici avec Julien. Je crains que l'évaluation du portefeuille soit terminée. L'actif s'est avéré être un passif total. Je dois vous demander de lancer le processus de liquidation immédiatement. » Julien, toujours à genoux, a levé les yeux dans une confusion totale. Portefeuille? Actif? C'est quoi ça? Un genre de jeu de rôle thérapeutique bizarre? Pierre, ai-je continué, l'ignorant. Veuillez commencer par la résidence principale à Saint-Cloud. Elle est détenue par la Vance Holding Company. Ce devrait être simple. Veuillez également reprendre le véhicule, l'Audi R8. Il est également enregistré au nom de la société. Et pourriez-vous geler les comptes joints Sterling Vance? Je transférerai mes fonds sur un compte privé. Oh, et veuillez rédiger les papiers du divorce. Les motifs seront l'infidélité. Nous avons des preuves amples. Julien s'est relevé, son visage un masque d'incrédulité et d'horreur naissante. Vance Holding Company? Mais de quoi tu parles? C'est ma maison, ma voiture. Non, non, Julien, ai-je dit, me tournant pour lui faire face. L'épouse silencieuse n'était plus là. À sa place se tenait une femme d'une puissance immense. Ça n'a jamais été ta maison ou ta voiture. C'était tout à moi. Disons que c'était conditionné à certaines métriques de performance. La loyauté, par exemple. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Le cerveau de Julien était en court-circuit. Vance, comme ta grand-mère, Eleanor Vance, je pensais qu'elle t'avait juste laissé un peu d'argent. Un petit sourire sans joie a effleuré mes lèvres. Elle l'a fait, elle m'a tout laissé. L'intégralité de la fortune Vance. Les entreprises technologiques, l'empire immobilier, le siège au conseil d'administration de la banque, qui a si sagement refusé ta demande de prêt la semaine dernière. Je ne suis pas seulement une femme silencieuse, Julien. Je suis une milliardaire très, très silencieuse. La couleur a fui du visage de Julien. Il a trébuché en arrière, sa main cherchant le canapé pour se stabiliser. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Le silence qu'il avait pris pour de la simplicité était le calme d'un pouvoir absolu. Les livres que je lisais n'étaient pas seulement des romans. C'étaient des rapports financiers et des analyses de marché. Le temps que je passais dans mon bureau n'était pas un passe-temps. C'était la gestion d'un empire. Il a repensé à chaque remarque condescendante, à chaque tape patronnante sur la tête, à chaque fois qu'il avait ignoré mon opinion. Il avait trompé sa femme avec une mannequin, pensant qu'il montait en gamme. Il venait de découvrir qu'il avait échangé un royaume contre une poignée de sable. Je ne savais pas, a-t-il murmuré, les mots sonnant pathétiques, même à ses propres oreilles. Et c'est ça, ai-je dit, déconnectant l'appel avec Pierre, tout le problème. Je voulais un partenaire qui me valorise, moi, Marie, pas un homme qui un jour valoriserait mon compte en banque. Je t'ai offert la version la plus authentique de moi-même que je pouvais, et tu as prouvé que tu n'en étais pas digne. Je me suis dirigé vers le couloir. Un coursier te livrera la proposition de règlement préliminaire de divorce demain. Tu as 24 heures pour quitter ma propriété. Je te suggère d'appeler un ami. Sur ces mots, je me suis retourné et j'ai monté les escaliers, le dos droit, laissant Julian Sterling seul sous la lumière vive et impitoyable du salon, les ruines de sa vie éparpillées autour de lui dans un unique dossier dévastateur. Les 6 mois qui ont suivi furent un torrent pour lui, une plongée abrupte dans une réalité sans artifice, sans aucun de ses anciens vernis. Pour moi, ce fut ma renaissance. Je me suis débarrassé de cette peau protectrice de ma vie tranquille, et cela m'a révélé une force que j'ignorais posséder. Le monde, il s'est avéré, était fasciné par l'histoire de la milliardaire fantôme, comme on me surnommait. Mais ils étaient encore plus impressionnés par la femme derrière le mythe. Je n'étais pas seulement l'héritière d'une fortune, j'étais son intendant brillante et sa visionnaire. Je me suis déplacé dans le monde avec une nouvelle aisance, mon intelligence naturelle désormais associée à une confiance publique, à la fois désarmante et redoutable.
La tristesse de mon mariage raté est restée, une cicatrice fine sur mon cœur, mais elle ne me définissait plus. C'était une leçon payée à grands frais, mais qui m'avait finalement libéré. J'étais complète par moi-même. La dernière intersection déchirante de nos deux mondes fut orchestrée par le destin, un soir de novembre glacial. La Fondation Vance organisait son gala de charité annuel au Petit Palais, le joyau de la scène philanthropique parisienne. C'était une soirée d'une opulence à couper le souffle, où les titans de l'industrie côtoyaient les acteurs oscarisés et les artistes de renommée mondiale, tous réunis pour soutenir les causes que je défendais désormais. J'étais l'hôtesse de la soirée, son centre de gravité radieux. Julien était là aussi. Son agence d'intérim spécialisée dans la main-d'œuvre anonyme pour les événements haut de gamme l'avait affecté au personnel de traiteur. L'ironie était si profonde qu'elle en était presque surréaliste. 1 an auparavant, il aurait manigancé pour obtenir un billet. Maintenant, on lui avait remis un smoking noir bon marché et mal ajusté, en lui disant de ne pas regarder les invités dans les yeux. Traverser l'entrée de service du Petit Palais, pour lui, c'était comme passer un portail vers une vie qui n'était plus la sienne. Il traversait le grand hall, un plateau de flûte de champagne en équilibre sur sa main, la tête baissée, l'air vibrait de puissance et de parfum. Il a vu des visages qu'il reconnaissait dans les pages mondaines, et pire encore, des visages qu'il connaissait personnellement. Il a vu son ancien patron, le PDG de son ancienne entreprise, riant avec un sénateur. Il a vu Philippe, son ancien ami et complice traître, avec sa femme, tous deux l'air élégant et prospère. Ils ne l'ont pas vu. Il n'était qu'une partie de la machinerie qui faisait tourner leur monde sans heurte, aussi invisible qu'une chaise ou une nappe. Et puis ses yeux m'ont trouvé. Je me tenais au pied du grand escalier, accueillant les invités. Je portais une robe de soie émeraude profonde qui semblait capturer et réfracter toute la lumière de la pièce. J'écoutais attentivement un vieil homme, ma tête inclinée avec la même grâce dont il se souvenait lorsque j'écoutais mon mari me raconter sa journée au bureau. Mais le contexte était d'une différence fracassante. Le pouvoir que je dégageais était palpable. Je n'étais pas seulement dans mon élément, j'étais l'élément lui-même. Il a ressenti une vague de vertige si intense qu'il a dû s'appuyer contre un pilier. Il a essayé de reculer, de se fondre dans le décor, mais ses nerfs étaient à vif. Alors qu'il se retournait, un invité inconscient a reculé directement sur son chemin. Julien a trébuché, son bras a tressailli, le plateau a basculé, et dans ce qui a semblé être un ralenti, une douzaine de flûtes de champagne en cristal ont glissé puis se sont écrasées sur le sol en marbre. Le son a été une bombe détonnante dans l'espace cathédral. La symphonie des conversations a cessé instantanément. Sans tête, des centaines d'yeux, tous se sont tournés pour regarder la source de la perturbation. Ils ont vu un serveur maladroit, le visage pâle d'horreur, debout au milieu d'un fouillis de verres brisés et de champagne se répandant. Et à travers ce hall soudainement silencieux et béant, ses yeux ont croisé les miens. Pendant une longue seconde agonisante, le monde a semblé s'arrêter. J'ai vu la reconnaissance apparaître dans ses yeux, suivie d'une cascade complexe d'émotions qu'il ne pouvait pas commencer à déchiffrer. Il n'y avait ni choc, ni colère. J'ai vu un éclair de la femme qu'il avait autrefois aimée, une ombre d'histoire partagée, immédiatement recouverte d'une distance profonde et douloureuse. C'était le regard que l'on pourrait porter à un fantôme d'une vie passée. Le sort a été brisé par une agitation soudaine. Un superviseur s'est précipité, sifflant à Julien. Des agents de sécurité ont commencé à délimiter la zone. Le bourdonnement des conversations est lentement repris, l'incident devenant déjà une anecdote. Mais le lien avait été fait. Le fossé entre leurs deux réalités avait été illuminé en un éclair mortifiant. Qu'auriez-vous fait à sa place, confronté à une telle réalité? Bien plus tard, son service terminé, Julien portait une lourde cuve de linge sale vers la sortie du service, son esprit complètement brisé. Julien. La voix était calme,
mais elle a percé le cliquetis des cuisines. Il s'est figé, puis s'est lentement retourné. J'étais là, à quelques mètres de lui, m'étant échappé de la fête éblouissante. Mes gardes du corps sont restés à une distance respectueuse, dans le froid couloir en béton, loin des lumières et de la foule. Je semblais plus réel, plus comme la femme dont il se souvenait. « Marie », a-t-il soufflé. Son esprit était un maelstrom de honte et de regret. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, ai-je dit, ma voix égale. J'ai resserré mon châle autour de mes épaules, un geste contre le froid du couloir. Mais il fallait qu'il parle. C'était la seule chose qu'il lui restait. « Je suis désolé », a-t-il commencé, se sentant lamentablement inadéquat. Pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour qui j'étais, pour avoir été si arrogant, si aveugle. Je t'ai regardé chaque jour et je ne t'ai jamais vu. J'ai écouté mon expression indéchiffrable, mais mon regard inébranlable. Non, tu ne m'as pas vu, ai-je acquiescé. La déclaration, un simple fait, pas une accusation. Tu as vu ce que tu voulais voir. Une femme confortable, simple, qui te facilitait la vie. Tu as vu un arrière-plan pour la vie que tu pensais construire. Tu n'as pas compris quel était tout le paysage. Il a tressailli devant la vérité. J'étais un imbécile à la poursuite de quelque chose de brillant. Tu l'étais, ai-je dit, et pour la première fois, une note de profonde tristesse est apparue dans ma voix. Mais tu ne comprends toujours pas toute la vérité, n'est-ce pas? Ceci... J'ai fait un geste vers le bruit et le glamour du gala. Cette fortune, ce pouvoir, ce n'a jamais été le prix ultime. Ce n'était qu'une circonstance de ma naissance. Le vrai prix, Julien, c'était mon amour, ma loyauté, ma confiance en toi. C'était moi qui apparaissais chaque jour, qui te choisissais, qui croyais en l'homme que je pensais que tu étais. C'était ça le trésor, et tu l'as échangé contre... Contre quoi? Une illusion fugace avec une femme qui te valorisait encore moins que tu ne me valorisais. Il n'a pas eu de réponse. Il n'a pu que fixer les bouts éraflés de ses chaussures bon marché, le poids total de son échec l'écrasant. « Je ne te hais pas, Julien », ai-je dit, et ma voix s'est adoucie, redevenant la voix de la femme qui l'avait autrefois soignée d'une grippe. Je suis bien au-delà de ça. Je ressens juste une grande tristesse pour l'homme qui avait un royaume entre les mains et l'a laissé glisser entre ses doigts parce qu'il était trop occupé à compter des cailloux sur la plage. J'ai fait un petit pas en arrière. J'espère sincèrement que tu trouveras un moyen de reconstruire ta vie, une vraie vie. J'espère que tu apprendras à voir la valeur des choses et des gens avant qu'ils ne disparaissent. Je lui ai jeté un dernier regard prolongé, un dernier adieu à l'homme qu'il avait été et à l'avenir qu'il n'aurait jamais. Puis je me suis retourné, ma robe émeraude bruissant doucement, et je suis retourné vers la lumière, rejoignant mon monde, le laissant seul dans le sien. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Une libération. D'autres fois, je me demande si j'ai fait une erreur, si la perte n'a pas été trop grande, même pour la victoire. Probablement les deux, n'est-ce pas? La vie est rarement si nette. Il n'y a pas de fin parfaite, juste des chemins qui se séparent et des leçons, parfois cruelles, qu'on apprend en chemin. Mais au moins, c'est ma vie maintenant, ma propre construction, sans l'ombre de son ego. C'est déjà ça.